Bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans King Energy. Comment va le King en ce mardi 23 novembre? Monsieur Guillaume, je vais bien. Et toi, comment vas-tu? Ça va très bien, ça va très très bien. Parce que bon, mine de rien, à l'UFC, on respire un petit peu après ce fou calendrier, même s'il y a quelqu'un qui s'appelle Sean Brady, qui peut être en train de s'établir comme une menace pour Kamaru Usman, ou peut-être qu'on n'en est pas là et que je m'enflamme. En tout cas, il a 15-0, il vient de s'imposer face à Michael Chiesa. Est-ce qu'on est dans le train? Je ne suis pas encore dans le train pour la ceinture. J'aime beaucoup parce que physiquement, c'est un monstre. C'est littéralement un animal. Il a une trajectoire parfaite. Il a un score qui est vierge. 15-0, ça fait beau. Pour les posters, c'est très bien. Euh, voilà, j'aime bien. J'aime bien parce qu'il a fait. Je ne m'attendais pas à ça. Je connais personnellement Michael Kessa. Et donc, je savais, j'avais regardé déjà son combat qu'il a fait contre le Néo-Zélandais. Comment il s'appelle déjà? Son combat qu'il a gagné, Jake Matthew. Contre Jake Matthew, j'ai vu son combat, c'était pas mal. Mais là, Michael Kessa, je ne savais pas qu'il va passer. Je ne le pensais pas. Parce que Michael Kessa, il s'est beaucoup amélioré en boxe. On l'a vu sur la fin du combat. Il ne l'a pas lâché. Il était agressif dessus. Il aurait pu, avec un peu de temps, il aurait pu faire quelque chose, Michael Kessa. Très bon sol. Mais il m'a vraiment impressionné sur sa lutte et même son grappling, le petit jeune. Donc, oui, je pense qu'on tient quelqu'un qui va faire les beaux jours des 67 kilos, mais je ne le vois pas aller tester Ousmane aujourd'hui. C'est trop tôt, c'est pas possible. Bon, bah voilà, bah, Ousmane devrait donc rester champion. Il y avait aussi Vieira contre Misha Tate. Est-ce que la Misha Tate, pour toi, c'était quelque part un passage de flambeau aussi? Non, moi j'ai trouvé le combat intéressant, j'ai trouvé le combat très équilibré, je l'ai trouvé très actif. J'ai écrit euh, ce que j'avais dans la tête sur Twitter en disant que c'était l'un des meilleurs main events qu'on ait eu récemment. Et effectivement, j'ai oublié de mentionner, c'était l'un des meilleurs main events féminins que j'ai mis. C'est ça que je pensais quand j'écrivais. Twitter s'est un peu déchaîné en mode, mais non, calme-toi. Il y a eu pas mal de bons main events et tout. Et ils ont raison. C'était pas le meilleur événement qu'on ait eu récemment, mais c'est l'un des meilleurs main events féminins qu'on ait eu. C'était très challengé, très disputé. Il faut bien remettre des trucs dans le contexte. Tu es une championne de l'UFC, tu sors de l'UFC, tu prends des, je sais pas, 3 ans, 5 ans de vacances, je sais pas combien de temps elle a fait, tu fais un bébé, tu reviens, tu montes et tu prends une fille comme la jeune fille qu'elle a pris, la jeune brésilienne, Vieira, c'est un vrai problème pour la catégorie parce qu'elle est très stratégique, elle est restée dans son game plan, elle a tenu la distance, elle a envoyé assez d'anglaises et tout, et Micha Tête s'est battue comme elle pouvait, en combinant de la lutte, de la boxe, de la lutte, de la boxe. C'était un match très disputé pour moi et ça aurait pu basculer à un moment donné. Elle a pris le dos à un moment donné sur le troisième round, je crois. Et on sait que la fois où elle est devenue championne de l'UFC, c'est parce qu'elle avait réussi à prendre le dos de Holmes. Donc, moi, j'ai aimé le combat. Il était très disputé, équilibré, ce n'était pas un mismatch. Euh, et elle n'a pas démérité. Et je pense qu'elle est encore dans la course. Voilà quoi, elle est encore dans la course à mon avis. Il y a peu de personnes qui ont sa lutte et son agressivité. Elle a manqué son shot de peu, mais elle n'a pas démérité. Et pour Vieira, là, t'es en train de te dire, on tient quelque chose finalement, ou c'est juste qu'elle a passé Je pense l'étape que c'est Misha une très Tate? bonne, c'est une combattante qui est disciplinée, qui est organisée, qui sait rester sur son game plan, qui a une boxe phénoménale. Euh, mais si elle n'améliore pas son sol, je ne la vois pas devenir championne. En gros, ce qu'elle fait, ce qu'elle fait en boxe, elle le fait bien, mais c'est encore très, très loin de ce que la championne actuelle fait. La barre, elle est très haute. Si nous met la main sur elle, il y aura mort d'homme. C'est avec, voilà quoi, elle est très au-dessus de Nunes par rapport à elle. Maintenant, on tient une championne qui vient challenger la catégorie et c'est bien. Il faut la développer, il faut prendre le temps de la développer. Et je pense qu'avec le temps, elle pourrait devenir un phénomène. On se rappelle les débuts de Nunes, on se rappelle que Nunes, elle a perdu
contre, c'était qui déjà? C'est une jeune femme qui est maintenant au Bellator. Oui, oui, oui. Euh, Oh, non, c'était... euh, ouais. voilà quoi, Kat c'était assez Zingano. surprenant. Kat Zingano, voilà. C'est quoi? C'est Alpha Female. Exactement. Voilà. Mais en tout cas, voilà, je pense que on n'aurait pas prédit au moment où elle a perdu contre Katzingano qu'elle pourrait devenir cette femme qui domine complètement la KT. Donc je pense qu'il viendra à tout le temps pour se développer et que c'est très tôt pour décider si elle pourrait être un champion un jour, une championne un jour. Mais en tout cas, elle nous a mis une belle performance pour le. La Fat 4 n'était pas bonne, elle n'était pas solide, la Fat 4, mais ce main event-là ne m'a pas déçu. Moi, j'ai eu pour mon compte. Et Amanda Nunes qui revient le 11 décembre prochain, quelques heures après arrêt seulement, face à Juliana Peña pour une nouvelle, peut-être, défense de ceinture. D'ailleurs, Fernand, là, il y a quelqu'un qui fait un petit peu la une, comme toujours, c'est Khamzat Chimaev, et je voulais t'en parler pour deux raisons. C'est un, le fait qu'il ait fait son combat de lutte face à Jack Hermanson, mais aussi, toi, est-ce que là, ces athlètes qui peuvent aller justement soit en lutte, soit en grappling, comme John Jones qui va bientôt faire ça aussi, est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse en tant que promoteur, le fait que les contrats UFC, même pour les superstars, permettent ces exceptions-là? Ou pour toi, ça C'est reste des génial. exceptions? Non, c'est génial. C'est très bien. C'est compliqué quand tu as 3 mois de latence et tu ne peux même pas t'amuser ailleurs. Tu peux pas. C'est bien. C'est L'UFC est très intelligent de faire ça parce que pour le développement de la pratique de masse, c'est très utile. C'est très utile de laisser une petite soupape pour que ces athlètes exclusifs aient une fenêtre où ils peuvent se mélanger au reste du monde. C'est important qu'on voit qu'ils sont humains un peu pour que le peuple puisse les imiter. On a vu un très beau combat, mais on a surtout vu que Khamzat Chimaev est aussi humain. On a vu qu'il était humain. Il y a beaucoup de personnes qui ont... Enfin, moi, en tant que promoteur, j'aurais toujours cette envie de laisser les gars aller faire d'autres sports, y compris d'autres disciplines sportives, tant que ce n'est pas... S'ils sont en exclusivité, ce sera exclusif avec le MMA. Et même encore, même dans l'exclusivité des MMA, quand ce n'est pas dans la sous-région de la France ou de l'Europe, j'aime bien laisser les athlètes pouvoir évoluer ailleurs pour qu'ils aient déjà un peu plus de revenus parce que mine de rien, Khamzat Chimaev qui affronte Emerson hors MMA, ça leur fait des extra revenus, c'est très bien pour eux et ça va attirer ces personnes qui auront la curiosité de voir ce que ça donne, les personnes qu'elles ont découvert dans un nouveau sport qui est la lutte. Tous ceux qui ont vu, tous ceux qui sont des puristes de la lutte, qui ont vu Khamzat et Emerson lutter en mode freestyle wrestling, vont se rediriger sur UFC Fight Pass un jour, sur la télévision qui sera en deal avec l'UFC pour pouvoir voir ces gars s'exprimer en MMA. Donc, c'est un très bon outil pour le développement de la pratique de masse, c'est un très bon outil pour le développement du sport business. Et au-delà de ça, c'est bien pour les athlètes qui peuvent s'exprimer ailleurs, qui peuvent s'occuper pendant qu'ils n'ont pas de combat. Et le combat en lui-même, c'était phénoménal. C'était un beau combat. Moi, je ne suis pas dithyrambique comme les gens sont dithyrambiques sur Khamzat. Je connais la lutte, je sais de quoi on parle. Et les gens ne se rendent pas compte de ce que c'est. Je ne suis pas sûr que si je devais mettre un biais entre Zelim Khan et Cyril Gane en lutte, je ne suis pas sûr de mettre un biais sur Cyril Gane. Le point n'a pas de sens en lutte. Les gens disent c'est un truc de malade. Khamzat, il est allé battre Emerson dans une catégorie. Emerson qui combat à 84 kilos, qui est classé 6e. Il a été battu en lutte par Khamzat qui est un 77 kilos. Mais non, ça n'a pas de sens. Déjà, quand on voit le gabarit le jour du combat, on n'a pas à parler de points. Celui qui est à plein, c'était Emerson. Khamzat était beaucoup plus épais que lui, beaucoup plus puissant que lui. Ça n'a pas de sens. Et tout le monde qui a fait un sport d'élite, de préhension, comme le judo, comme la lutte, le poids n'a pas de sens. Ça n'a pas d'explication. Enfin, le poids n'a de sens que quand les deux ont la même technique. À technique différente, un gars comme Zelim Khan qui a fait, qu'on va voir sur Ares 2 là, le 11 décembre, qui a fait championnat du monde de lutte, qui a fait 6e aux Jeux Olympiques,
peu importe le poids que tu as, peu importe le fait que tu sois champion de l'UFC et tout, s'il lutte avec Cyril, je suis pas sûr que Cyril gagne le match. Enfin, les gens ne se rendent pas compte de ce que c'est que le niveau technique en lutte. Khamzat Chimaev a été champion de lutte en Tchétchénie. Enfin, quand tu es champion de lutte en Tchétchénie, tu es quasi vice-champion des Jeux Olympiques, quoi. Enfin, c'est un autre niveau. Et le mec, il arrive en Suède. Il gagne tout en Suède. Il est multiple champion national en Suède. Et il va affronter un mec qui n'est pas lutteur, qui est un grappleur. Et le mec, il va le battre effectivement 8-0 parce que ce n'était pas 10-0, c'était 8-0. Ce n'était pas. Donc, du coup, il n'avait pas encore validé la supériorité technique. Au moment où il termine le round, il n'y a pas de supériorité technique. Donc, au moment où il a battu, donc la première projection, ils sont accrochés. Il y a ce qu'on appelle la liane. On appelle ça en anglais l'ex-rap. En gros, la liane, c'est bon, je te tiens, on se tient sur le haut du corps et on va se basculer. Mais moi, pour ne pas tomber tout seul, je mets une liane sur ta jambe d'appui qui va te faire basculer pour qu'on tombe dont les deux tombent au même moment. Et ensuite, il prend le dessus physiquement à un moment donné. C'est archi technique, c'est du très haut niveau, certes. C'est très beau à voir ce qu'on voit. Mais il y a de la compétition. C'était très, très compétitif comme match. Ensuite, il arrive, boum, il prend un bras-tête, il force et tout, il marque 2 points. Boum, le premier round s'arrête. Il a dominé. Attention, Khamzat Chimaev, c'est mentalité énervée. Il ne vient, même s'il est ami avec Emerson, il ne veut pas, il veut le smash. Il veut le smash, comme il dit. Il veut lui marcher dessus. Ça, c'est sûr. Ils arrivent au deuxième round, on commence à sentir qu'il commence à jouer la sécurité. Il n'attaque plus beaucoup. Il contrôle la tête. Il joue, il contrôle la tête. Celui qui sait c'est quoi la lutte, sait qu'il est en dette d'oxygène et qu'il ne peut pas attaquer tout de suite et qu'il veut jouer la lutte défensive. À partir de là, Jack Emerson va défendre 2 fois des amenés au sol. Genre bien engagé, double leg bien engagé. Il met les bras dessus, le relève, il le retourne, il le fait tomber sur la cage. Jack Emerson n'a pas démérité. Le mec est bon en grappling. Il n'a jamais rien gagné en lutte de super ouf. Il a fait quasiment un match équilibré au second round avec Khamzat Chimaev qui est un pur lutteur. Mais vous ne vous rendez pas compte de ce que c'est. Je vous dis, prenez une judokate comme vous prenez Clarisse Agbenyou, vous la mettez avec un garçon qui fait 70 kilos en MMA et ils font pur judo. Je ne suis pas sûr que le gars marque un point à Clarisse Agbenyou. Hein. La technique au niveau des sports de préhension, c'est mortel. C'est un autre niveau. Les gens ne se rendent pas compte du différentiel. Donc, très beau combat de la part de Khamzat Chimaev. Il a montré qu'il connaissait vraiment la lutte avec ce qu'on appelle double attaque, triple attaque. Il a montré qu'il est très bon, mais cependant, il ne l'a pas écrasé. Hein. Fait que un être humain normal qui vient d'un sport différent, qui a été formé en lutte, qui affronte un autre gars en lutte, attention, triple C, Henry Cejudo, s'il met la main sur un mec 66 kilos, 61 kilos en lutte, il envoie dans l'espace. Hein. Peu importe, en gros, tu prends Cody Garbrandt, bien classé, tu le fais lutter pure lutte avec triple C, tu crois qu'il va se passer quoi? Donc, je veux juste qu'on relativise et qu'on se dise, il est très bon, Khamzat, c'est magnifique ce qu'il a fait. Le mec a déjà combattu à 84 kilos. Il a déjà combattu à 93 kilos. Il a battu un mec de 93 kilos qui était visiblement moins lourd que lui le jour du combat. Le mec n'est pas un pur lutteur. C'est un très beau combat. C'est magnifique. Je suis très content. J'aimerais qu'on multiplie ce genre d'actions. C'est vraiment une très belle action, ce qu'ils ont fait. Moi, j'ai beaucoup aimé. Mais ne nous enflammons pas trop. Ceux qui disent que parce qu'il a battu Hermansson, alors il peut arracher Ousmane Camaro. Ouh là là, Ousmane, c'est un vrai lutteur. Hein. Attention, autant ça lutte bien au Caucase, très très bien au Caucase, autant quand tu as été deuxième division NCAA aux États-Unis, ça lutte sérieusement. Donc, attention. Ça se passerait comment, du coup, Ousmane contre Khamzat?
Enfin, si t'es l'entraîneur de Khamzat, tu me conseilles quoi? Si je suis entraîneur de Khamzat, je vais lui demander de jouer beaucoup sur les changements de niveau, de beaucoup lutter comme il fait, mais de mettre à contribution la taxation de cardio sur Ousmane. Il devrait proposer de la lutte dès le début du combat, ensuite utiliser la proposition de lutte pour mettre la frappe dessus. On sait qu'il est puissant, Chimaev. Utiliser l'inception qu'il met dans le cerveau d'Ousmane pour l'amener au sol, pour remonter des uppercuts, faire semblant de lutter, remonter des crosses, faire semblant de lutter, remonter des uppercuts. Et éventuellement, quand Ousmane en a marre et qu'il veut remettre la boxe parce qu'il sait boxer correctement, boum, il rechute un double leg. Ce n'est qu'en jouant avec le mélange de la lutte et de la boxe que Chimaev peut arriver à faire quelque chose. S'il compte sur la force brute et le fait de lutter techniquement, je pense que sur les deux dimensions, que ce soit techniquement ou physiquement, à date, Ousmane est au-dessus. Et pour Ousmane, tu conseilles quoi alors face à Khamzat? Et si j'étais le coach d'Ousmane, aujourd'hui, ce que je lui dirais, ce serait d'absorber, de mettre une très bonne boxe pour laisser une seule option à Chimaev, la lutte. Et ensuite, lui mettre que des sprawls. Ne pas lutter avec Chimaev en lutte offensive, lui mettre la boxe, sale boxe, parce qu'il est meilleur boxeur, et lui faire que des sprawls. Et du coup, on sait qu'au niveau du deuxième round, il aura descendu toute la jauge de Chimaev qui aura voulu lutter. Et lui, on sait que la lutte offensive taxe plus d'énergie que la lutte défensive. Tu restes sur la défensive. Tu l'allumes, tu sprawls, tu l'allumes, tu sprawls. Quand il en a marre et qu'il commence à vouloir tirer dans la garde, tu fais ton grand impact, tu gages le combat au calme. Au calme. Et tu penses donc que, enfin, ou pour toi tout le monde s'enflamme sur le fait que Khamzat soit potentiellement la plus grande menace de Kamaru Usman? Dans le futur, c'est possible. Je pense qu'il est tôt de le dire. Je pense que si on faisait un match de grappling, pur grappling, je ne suis pas sûr qu'à date, Chimaev gagne. C'est un monstre. Écoutez-moi bien, c'est un monstre. Mais sauf que Ousmane, c'est un autre animal. Physiquement, techniquement, c'est un bordel, Ousmane. Là, tout de suite, c'est compliqué tout de suite. Je pense que c'est, comme les ricains disent, c'est le genre de bout de viande que tu mets dans la bouche pour mâcher et c'est un gros morceau que tu ne peux pas mâcher, tu ne peux pas avaler, tu vas être obligé de cracher. Ok, donc t'es pas encore complètement convaincu. Et il y a aussi pas mal... Ah non. Écoutez-moi bien, je suis un fan de Chimaev. Je suis tellement convaincu qu'il est fort. Comme je suis un fan comme je suis un fan de Cyril Gane. Mais si tu me dis Cyril Gane va affronter aujourd'hui Tyson Fury, bon, je vais dire à Cyril, viens, on y va, frère, mais c'est pas sûr que ça passe. Enfin, faut avoir la sincérité de dire à ton gars, c'est pas sûr que ça passe. Tu vois ce que je veux dire? C'est tout ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit, c'est qu'aujourd'hui, tu me donnes un mec très fort au sol ou en grappling comme je sais pas moi, je vous parlais de, comment il s'appelle, de Zelim Khan, et tu me dis, ah, Zelim Khan, viens, on va faire un tour, on va affronter Saladin Parnasse. Bon, je vais lui dire, Zelim, viens, on esquive le combat. Il est chaud, ça là, pour le moment, il est chaud pour toi, viens, on fait autre chose, on prend un peu d'expérience. C'est ça que je suis en train de dire. Je suis archi fan de Chimaev, mais je pense qu'à date, prendre Chimaev, ce n'est pas le bon plan. Prendre Ousmane pour Chimaev, ce n'est pas le bon plan tout de suite. Il est dans les domaines sur lesquels Chimaev est bon, il est fort. Ousmane excelle dessus. C'est encore compliqué de le battre dessus. Voilà. Et le côté aujourd'hui, le fait que Chimaev call out absolument tout le monde, pour toi, c'est quelque chose de vrai ou c'est juste pour faire parler? Non, je pense que Chimaev, c'est qu'il est humain. Comme je vous dis encore, ceux qui ont regardé le match de lutte ont vu au deuxième round qu'on avait un être humain. Au premier round, il est arrivé, c'était pas humain. Premier round, bras dessus-dessous, Emerson a un contrôle, il arrache, il marque 4 gros points et tout, il continue à mettre...
Voilà, au premier round. Ensuite, deuxième round, on voit un humain. Parce qu'on peut dire ce qu'on veut. Hermanson, c'est pas... c'est bon. Il est bon. Il est classé sixième. Mais c'est pas non plus... Voilà. Donc, quand tu arrives dans le domaine qui est le tien, la lutte, et que tu commences à respirer et gérer en posant ta main sur la nuque du mec, en gérant, voilà. Je dis simplement que il est au courant, il collade parce qu'il faut collade. C'est le bon truc à faire. Il faut pas perdre le temps quand tu es jeune comme lui et que tu as la pêche et que tu es fort. Tu dois appeler les gens, tu dois challenger les gens, tu dois aller chercher les défis. Et quand tu as le défi, quand tu as ta date, tu t'entraînes pour battre le mec, c'est tout. Tu level up. Mais cependant, je pense qu'il sait qu'il ne peut pas encore battre tout le monde. Il ne peut pas encore battre tout le monde. Il peut battre beaucoup de gens, mais pas encore tout le monde. C'est chaud. Il en est conscient, mais il sait que, bon, bonhomme malin, il va faire son chemin et pendant qu'il fait son chemin, il va apprendre, il va évoluer, il a beaucoup encore à progresser et un jour, il va arriver au toit du monde, un jour, c'est sûr. Alright. Tu parlais de Cyril Gane tout à l'heure, on me dit dans l'oreillette que Monsieur Fernand Lopez a trouvé sa prochaine grosse pépite. Bon? Ouais, c'est ce qu'on me dit. C'est ce qu'on me dit. Du coup, je suis perdu parce que les grosses pépites, j'en ai quelques-unes. Ah. Bah, je sais pas, quelqu'un qui prépare Cyril pour un combat important, là. Ah. Oui, il est pas mal. Il y a un petit jeune que j'aime bien, mais maintenant, j'ai décidé de ne pas porter les Yamega et de ne pas trop en parler. Je vais attendre quelques temps encore un peu et on va le découvrir bientôt sur le 11 décembre. Ah oui, d'accord. Le 11 décembre, là, j'ai rajouté un petit jeune sur la facade. Je pense que le public va aimer. Ok, on n'a pas de nom, pas de... rien du tout. Bon, je vais vous dire tout de suite, il n'y a pas de problème, il s'appelle Marcel. Normalement, Marcel, c'est commun. Vous n'y voyez pas un problème. Sauf que c'est un black qui est de la Biélorussie. C'est un russe qui vit complètement en Biélorussie, qui a un papa congolais qui s'appelle Marcel. Et c'est un phénomène. C'est un phénomène, il est tout jeune, il est mentalité bon gamin, c'est salement bon gamin, c'est ultra gentil, ultra attentionné, très à l'écoute, voilà quoi. Mais voilà, il est encore tout nouveau dans le game. Il a un combat, une victoire, il a déjà été champion du monde dans une discipline. Je ne vais pas dire, je vais laisser un peu de suspense quand même pour qu'on puisse aller découvrir. On vous a dit qu'Arès, c'était vraiment le truc où on va développer des petits jeunes qui pourraient devenir des champions du monde. Et pour le moment, après, on peut se tromper beaucoup sur des profils et je pense qu'on va l'aimer de toutes les façons. Je pense que c'est quelqu'un qui va être attachant pour le public. Le contraste entre sa brutalité et sa gentillesse, c'est adorable. Il n'y a pas beaucoup de poids lourds qui bougent comme ça, qui frappent comme ça, qui luttent comme ça. Et ça c'est intéressant. Donc, le 11 décembre, si vous hésitez encore, ne perdez pas le temps. Ne ratez pas votre place parce que vous allez regretter. Il est différent, le petit. Le futur, tout simplement. Alors, on va passer maintenant aux questions, vous le savez, chaque semaine. Ça se passe dans l'espace commentaire, vous posez vos questions, on en sélectionne quelques-unes et Fernand y répond avec plaisir. La semaine dernière, il y avait une question qui concernait le top 5 des boxeurs à l'UFC. Fernand avait donné le sien, et là, cette fois-ci, c'est Bruce Wayne. Donc, quel est le top 5 des lutteurs grappleurs de l'UFC? Waouh! Ouais, oui. Oh, je n'étais pas prêt. Lutteur on peut dire actuel, hein. Actuel. Oui, lutteur grappleur, si on reste dans l'actualité, parce que dans le passé, j'aurais commencé à citer des Chael Sonnen, j'aurais commencé à citer des lutteurs grappleurs, je pense que John Jones en est un, je pense que Stipe Miocic en est un, je ne sais pas dans quel ordre, je pense que Stipe avant John Jones, finalement,
Je pense que Curtis Blade en est un, même si on est plus sur la tendance lutte que grappling. Mais ça sert. On peut gagner un match de grappling en bloquant les soumissions. Je ne sais pas à quoi ressemble cette défense en soumission en mode grappling. Euh, Ousmane est le code, étant donné que Khabib n'est plus là. Je pense que le code dessus, ce serait Ousmane, parce que son niveau de lutte pourrait poser problème à n'importe qui en mode grappling. Triple C, forcément. C'est le seul mec qui a pu faire champion olympique et double champion du monde à l'UFC avec une dominance sur la lutte. On est déjà à 5. Voilà, on y est déjà très rapidement. Bon, voilà. C'est ce qui me vient en tête tout de suite. Voilà. Mmh. Eh bien, bah, en même temps que du lourd. Question suivante. Donc de WOW, elles sortent quand les casquettes MMA Factory? Les casquettes MMA Factory sont disponibles en ce moment sur OMMA Factory. Tout ce que vous voyez comme textile, casquette, short, t-shirt, jogging, tout en ce moment dont je vous parle, tout est disponible au MMA Factory. Vous passez un coup de fil, vous passez chercher pour l'enlèvement. Par contre, les expéditions commencent à partir de la semaine prochaine. Peut-être je m'avance, mais en tout cas, le service boutique m'a dit que dans une dizaine de jours, on commence les expéditions et que c'est déjà, voilà quoi. La boutique va être terminée bientôt, donc dès la semaine prochaine, vous aurez en ligne sur Instagram la possibilité de commander sur la boutique, possibilité de commander sur le site internet, et puis vous pouvez juste passer au MMA Factory pour ceux qui sont de l'Île-de-France, les Franciliens, passer directement au MMA Factory dans le 12e arrondissement. Et puis, venez prendre ce que vous voulez. Il y a un peu de tout, des suites, des suites à capuche, sans capuche, des t-shirts, des casquettes, il y a vraiment de tout. Disponible et même gamme Sirigan, il y a du Sirigan MMA Factory, il y a du Sirigan Bon Gamin, enfin, il y a un peu de tout. Disponible sur place si vous venez faire l'enlèvement sur place, ou alors il va falloir commander en ligne dans une dizaine de jours et puis vous allez être livré chez vous. Voilà, ne soyez pas timide, ne soyez pas timide. Dernière question de Maurice Fadown. La France étant un pays de judo et les places étant limitées dans ce sport, peut-on imaginer une conversion massive des judokas vers le MMA dans les années à venir? Si oui, est-il possible que cela façonne le MMA français en termes d'identité de combat, comme le sambo au Daghestan ou le BJJ au Brésil? Non, je pense pas. Il n'y a pas beaucoup de... Enfin, aujourd'hui, si je te pose la question, combien de champions de l'UFC ont été champions de judo? Tu me diras Ronda Rousey et Kaela, deux filles dominantes dans leur domaine. Mais si on enlève les deux filles, qui a gagné un titre mondial de MMA avec un titre de judo? Non. Il y a eu Caro Parisienne à un moment donné qui était très connu pour ses projections de judo. À l'UFC, je pense que c'était celui qui a le plus vendu le judo, hormis Ronda Rousey. Il y a eu... chez les filles, c'est pas trop challenging. Donc, le challenge n'est pas intense. Il y a eu qui d'autre? Mais en termes de judo, tout ce qu'on a eu comme très haut niveau en judo, notamment les Japonais qui ont été médaillés d'argent, Isato Ishii, par exemple, c'est pas allé bien loin. Donc, on sait qu'il y a un problème. Il y a un différent de transfert d'habileté motrice dû à la posture que les judokas ont. Le kumikata, on le cherche debout, avec une forme de corps qui est assez compliquée, pas comme les lutteurs. Projection hyper facile, c'est magnifique, ça c'est ce qui est bien. C'est-à-dire que si tu utilises le judo pour enseigner les projections et que des mecs qui font du striking sont capables de te mettre des belles projections, comme un athlète comme Karl Amoussou, qui est le Français qui a le plus excellé dans le judo, bah, c'est très économique de faire un sasaye, un petit balayage et tout, pour avoir une projection qui ne te coûte pas d'énergie du judo. Donc, c'est excellent. Risen, elle a démontré qu'en judo, on pourrait s'adapter et apporter dans le combat. C'est l'une des judokas que je connaisse qui est la plus complète, qui peut apporter des coups de coude retournés, des back fists, des high kicks, des middle kicks et toutes les frappes possibles en plus de son judo et de ses soumissions. Donc, ça, c'est ce que je connais. Mais
très sincèrement, si on vous demande de fouiller dans votre tête qui a percé en judo et qui pourrait, non, je pense que ça se saurait déjà si on pourrait avoir un appel d'air massif des judokas. Je pense que les judokas ont un sérieux problème de transition. Il y a une phase, en fait, même quand ils savent déjà boxer, qui est encore une phase d'appréhension, tu as envie de poser les mains sur l'autre. Et ce truc de vouloir poser les mains sur l'autre fait que même si tu as un excellent judo en boxe quand tu es à la salle, euh, ça t'expose beaucoup et ça te met en danger de prendre pas mal de coups. En tout cas, aujourd'hui, à date, il n'y a pas une grosse explosion de judoka vers le MMA. Il y a une grosse explosion de samboïstes, grosse explosion de lutteurs. Mais le judo a encore un souci. Et même si on est une terre de judoka, le judo est encore assez conservateur dessus et la vision des judokas sur le MMA est encore un peu éloignée de la chose. Et donc pour toi, l'explosion finalement du MMA français que l'on souhaite tous, hein, passera par le développement du MMA tout court plus que par les transitions? Enfin, transition d'un sport vers l'autre? Je pense que le développement, ça passera par les transitions, mais par ceux qui veulent bien faire la transition. C'est-à-dire que ce que je dis, c'est que concrètement, le MMA Factory est situé, la maison principale du MMA Factory est située à 5 minutes de l'INSEP. Donc, on a eu reçu à notre salle une flopée de champions de haut niveau qui viennent, y compris des judokas. Dans la flopée de judokas qu'on a eu, on a Rizenzoa qui a montré qu'elle tenait la route. On a Messi Katanga qui doit encore prouver qu'il peut tenir la route. Il a essuyé un revers récemment. Mais du haut niveau en judo qui perce, vraiment, on en a peu. Alors que dans les autres disciplines, ça excelle. Les mecs qui viennent du jiu-jitsu brésilien comme, comment il s'appelle, Ahmed Salamov, on voit bien qu'ils viennent du JJB et ils percent et ils trouvent le chemin, ils voient la voie, comment aller faire le transfert. On voit que le Muay Thai peut envoyer des personnes comme Seribgan venir combattre. On voit qu'il peut avoir des personnes qui ont le courage de faire le transfert, puisque je vous le donne en scoop. Youssef, Yacine Bouganen passe en MMA de manière officielle. Donc, il signe avec le MMA Factory et le Management Factory. Et donc, on le verra le 3 février sur Arès. Ah d'accord, en plus le calendrier, là d'ailleurs en parlant de calendrier, il y a quelque chose qui a fuité je crois sur Sherdog, 2022 ça va être chargé monsieur. Oui, 2022, on a 9 dates qui sont déjà alignées, si vous voulez. C'est public maintenant, c'est sur Sherdog. Les dates sont là, les combats ont commencé à être remplis et tout. Et voilà, ça a fuité, mais on l'assume. C'est pas bien grave. Il n'y a pas à cacher. On annonce la couleur. On a 9 dates en 2022 et on a 20 dates en 2023. C'est carré, ça avance. Ah ouais d'accord. Donc là, attends, donc 9 dates 2022, 20 dates en 2023, l'objectif c'est quoi du coup? C'est d'être sur quelque chose de similaire, on va dire UFC, LFA, enfin c'est dans ton esprit c'est quoi? Ou d'avoir, avec 20 dates, c'est quoi? Avoir un show avec des prospects et un show avec des stars confirmées? Non, le show à lui-même suffit tout seul. Un bon show suffit tout seul aujourd'hui. Euh, c'est juste de développer. On a une tonne de. Moi, je suis débordé. On a des Fat Cats où on est débordé. On a vraiment beaucoup de jeunes talents venus de partout à travers le monde, alors qu'on a fermé sur le Schengen en ce moment et qu'on se concentre sur l'Europe, la France. On n'a même pas encore ouvert les portes à tous les autres pays, la Russie. Si on a des Russes et des Brésiliens sur la FAT4, c'est parce qu'ils sont pas loin en Europe et tout. Mais on est déjà débordé. Donc, on sait qu'on va avoir besoin des shows. On sait que les télévisions avec lesquelles on veut signer veulent beaucoup plus de shows. On a l'UFC Fight Pass qui nous demande un maximum de shows. L'UFC a décidé vraiment de faire d'Ares son antichambre officiel. C'est clair, c'est noté, c'est marqué sur le papier. Plus on va donner des shows et plus ils vont pousser la machine dessus. Oui, voilà, on a des investisseurs qui sont très investis, comme leur nom le dit, et qui veulent un peu plus de shows et qui sont mouillés à mort pour les shows. Donc, on commence avec on commence avec le show le 11 décembre 2021. Ensuite, on a 9 shows déjà casés avec des salles réservées et bookées
pour 2022 et ensuite on enchaîne avec 20 shows sur 2023. C'est quelque chose d'assez, une montée en puissance tranquille qui veut juste développer. L'idée, c'est que dans un maximum de temps, qu'on puisse transférer ce qu'on sait faire. On a prouvé avec le temps qu'on sait faire le développement. Enfin, en Europe, il y a peu de personnes qui peuvent prendre un jeune comme Nassoudine Imavov, qui arrive au MMA Factory avec une victoire, une défaite, et l'amener à 14e de l'UFC. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui l'amènent comme ça au ranking de 12e à l'UFC. C'est pas tout. C'est du vrai développement. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui ramassent un jeune comme Cyril Gane. Combien de Nagmo il y a alors qui ont essayé le Muay Thai? Combien de gens, Karim Gadji, vous l'avez vu faire le Muay Thai? Jimmy Vienno, machin. Il y a une tonne de gars qui font le Muay Thai là-dehors. Mais combien, vous voyez, sont capables de passer de 0 combat à 1 titre, à 2 combats, à l'UFC, à 10 combats, à 9 combats, ceinture de l'UFC. Ça, c'est notre job. On sait faire ça, le développement. On l'a prouvé. Combien de personnes peuvent prendre un jeune qui a boxé de manière homéopathique, qui est vraiment une très petite dose, comme Francine Ngannou, le faire combattre et au bout du 4e combat, le placer à l'UFC. Il y a combien? Même aux États-Unis, même au Brésil, peu de personnes peuvent faire ça. Donc, c'est ce transfert-là qu'on met sur ce qu'on sait faire du MMA. On va aller chercher ces jeunes-là qui sont capables de faire des matchs, comme je t'ai dit, un jeune qui vient, Bélarussie carrément, venir combattre sur Ares, alors qu'il a 24 piges. Et c'est ce jeune-là qu'on choisit pour être le sparring de Cyril Gane. Ça vous donne l'idée de ce qu'on pense de ce jeune. Et ce jeune se met dans une situation où il va se développer, on va le développer. Et ça, c'est pas juste faire des combats en mode, je prends un gars qui a X nombre de combats et un autre qui a X nombre de combats, je les mets ensemble, ça fait un match. Et puis, non. On est capable d'avoir du spectacle chez des personnes qui ont moins de 5 combats, moins de 10 combats, et les amener à un niveau très, très élevé de compétitivité. Ça, on sait le faire, et c'est ce qu'on va faire sur les Fight Cards. Des Fight Cards où le meilleur parieur du monde ne sait pas qui va gagner le combat, ne sait pas comment parier. C'est ce que je vais faire comme défi, en fait. C'est-à-dire que quand tu as un mec comme Hassan Dam qui va affronter Jimmy Vienno sur Ares 3, tu dis, bon, Jimmy Vienno, il a les jambes, il va quand même casser les pattes à Hassan. Ensuite, tu réfléchis 2 secondes, tu dis, et si ces coachs réussissaient à faire qu'ils bloquent juste les low kicks ou qu'ils s'en foutent des low kicks et qu'ils aillent chercher la tête? On a déjà vu à l'UFC des gens à qui on voulait casser des cannes, mais qui venaient et qui décrochaient un seul coup pour finir le combat. Et s'il y avait la vraie stratégie pour battre Jimmy Vienno? Ça, c'est la question que j'aime que les gens se posent. Oh là là, il est fort. Il est très 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 fort. Donc déjà, le 11 décembre prochain. Et puis ensuite, la suite, évidemment. Il était temps pour Ares Fighting Championship. D'ailleurs, par contre, je me permets de te poser la question là. Quand est-ce qu'il y aura une ceinture à Ares Fighting? Sur le 3 février. D'accord. Ok, on a déjà une catégorie? 77 kilos. Les gars, vraiment, c'était pas préparé tout ça. Je pense que les gens, je suis persuadé, n'y croient pas, mais ok, on a déjà le nom. C'est ça. Je m'en bats tellement que les gens pourraient se dire, mais c'est abusé, Guillaume et Lopez, vous préparez tout et tout. Fernand Lopez TV, tu vois. Mais vraiment non. Mais non, c'est juste que je suis un passionné, un acharné de boulot et je bosse. On bosse. C'est que je dis je bosse, mais c'est pas moi en fait. J'ai une grosse équipe derrière. J'ai des personnes très brillantes qui seront avec moi sur Ares. L'opération d'avoir fait l'acquisition de l'Ares, Benjamin et moi, n'est pas l'opération dont je suis la plus fière. Parce que c'est quelque chose de puissant d'acheter une boîte de chez Vivendi. Ça, c'est bien. Mais l'opération dont je suis le plus fier, c'est d'avoir eu l'accord de 2 acteurs principaux sur la création de l'Ares quand j'ai été embauché comme directeur sportif chez Vivendi.
il y avait deux personnes principales, Camille et Guillaume, qui ont accepté partir de chez Vivendi pour venir travailler full-time sur Ares. Vous ne vous rendez pas compte de ce que c'est qu'une puissance de pouvoir avoir des personnes aussi opérationnelles sur le terrain, des personnes qui ont travaillé sur des grands projets intercontinentaux de l'événementiel en boxe, en cyclisme et tout, qui sont des personnes vraiment calées, très compétentes, très diplômées dans leur domaine, et les avoir full-time sur la boîte, on travaille à mort. Alors, je ne vous cite pas tout le reste des personnes qui sont des responsables de la com, qui sont des personnes comme Kaina, que le public va connaître bientôt, qui travaillent beaucoup dessus. Je ne vous parle pas de l'audiovisuel avec tout ce qu'il y a. Je ne vous parle même pas des opérateurs qui sont des gars qui travaillent déjà à Canal+, qui travaillent avec de la grosse TV pour faire de la production. Non, je suis vraiment bien entouré et quand tu me poses des questions comme celle-là qui tombe sur quand est-ce qu'on va voir si, quand est-ce qu'on aura la ceinture, c'est des choses qu'on anticipe à mort. On anticipe quasiment tout. Bah, et puis en soi, je pense que c'est des choses qui, pour toi, bah, tu vois, tu vas régulièrement à l'UFC, ça va... Tu vois, même si c'est pas, à mon avis, ce qui va faire, je pense, hein, après, tout dépend, tu vois, du title fight et tout, qui va vraiment changer l'événement, mais je suis sûr que tu t'es déjà imaginé de te dire, bon, je vais être comme Dana White et je vais remettre la ceinture à quelqu'un. Ça, je pense que c'est quelque chose qui aussi te fait vibrer aussi. Honnêtement, non, je vais te décevoir. Contrairement à ce que le grand public pense, connaître de moi, je suis, j'ai très honte de ce genre de situation. Mais non. Je suis très timide de ce genre de situation. Ceux qui m'ont vu à la pesée, ceux qui étaient là à la pesée et la presse conférence à Dakar au Sénégal, j'étais salement stressé, j'avais honte de la situation. Parce que c'est comme ça, j'ai déjà quitté une copine parce qu'elle m'avait fait un anniversaire surprise. J'ai ouvert la porte, on a dit joyeux anniversaire, j'ai fait demi-tour, je suis pas revenu dans l'appartement avant le lendemain et c'était pour prendre mes affaires et arrêter la relation. Quand on m'annonce un anniversaire ou ce genre de truc où je suis au centre de quelque chose, je suis très, très mal à l'aise. Mais les gens ne le savent pas. Les gens me voient faire cet exercice-là de parler parce que je dois faire la promotion de quelque chose. Ils se disent, oh là là, comment il aime ça, comment il aime se voir. Mais en gros, ce que tu m'annonces là, comme étant le moment où je vais remettre la ceinture, c'est pas mon truc. C'est pas, mais je pense qu'une organisation comme la nôtre mérite d'avoir des champions avec le temps. Et donc, on travaille dessus pour que ça se passe. Euh, et puis, je pense que le sport aujourd'hui doit se développer avec les paris. Moi, j'aurais voulu avoir la ceinture sur Ares 2, là. C'était prévu que je fasse une ceinture entre Wilson Ress et Taylor Lapillus. Il méritait une ceinture. Wilson Ress a déjà combattu pour la ceinture à l'UFC. Taylor Lapillus, il est champion du TKO, double champion du GMC. Il a plein de ceintures et je pense qu'il aurait été un bon champion. Malheureusement, pendant on matchait, Wilson reste après une défaite. Et étant sur une défaite, je ne me vois pas lui donner, le mettre sur un titre sur Arès pour rendre Arès sérieux. Et donc, c'est pour ça qu'on a avorté le deal. Mais je suis encore persuadé que aujourd'hui, le pari est légal en France, le pari sur le MMA. Mais le pari sur le MMA n'est légal en France que sur le titre. Et ça aurait été intéressant d'avoir des gens parier sur l'événement reste sur des titres. Donc, voilà un peu ce qui moi, me fascine de me dire qu'on a des champions qui représentent, on a du pari qui est fait dessus et c'est fait de la bonne manière, pas du pari illégal, du pari légal. Mais c'est pas, non, ça ne me, si je peux ne pas être au moment où on filme et que je suis en train de faire les stare-down, les face-à-face, ça m'arrange. C'est pas les moments où je suis le plus à l'aise. Je fais semblant d'être à l'aise, mais je suis pas forcément à l'aise. Ok. Bon bah à suivre déjà le 11 décembre, Ares Fighting Championship Volume 2. Bon bah, monsieur, c'était comme chaque semaine un véritable plaisir. Là, vous le savez, on a passé les 100 000, là, on ne s'arrête plus, les projets se poursuivent. Donc voilà, merci beaucoup, et puis à la semaine prochaine. Un plaisir. Merci beaucoup la sueur. Et puis, même si on a passé les 100 000, je ne le dirai jamais assez, cette chaîne mérite au minimum 1 million. Donc 100 000, c'est gentil, mais
au minimum 1 million. Il y a de la très bonne qualité. Des fois, quand je repars sur les vidéos et les documentaires que je ne regarde pas souvent et que je regarde après coup, je suis impressionné de ce que vous êtes capable de faire. Rust, merci, c'est de la très très bonne qualité les documentaires. Et ben voilà, validé par le King. Et en plus, en avant-première, il va y avoir pas mal de changements pour le meilleur là qui arrivent les prochaines semaines, prochains mois. Parce qu'on a investi. On a investi. Voilà. Allez, à la prochaine, monsieur.